ou représente pour ceux qui étaient déjà là. Je suis Estelle Pata, je suis chef de projet au sein du programme Société numérique de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer cette table ronde sur la dynamique France Numérique Ensemble. Et donc, je suis entourée de Bruno Ollier, directeur général délégué au Conseil départemental de la Haute-Garonne, d'André Mélinger, président de l'Hôte Numérique, de Sébastien Lasserre, directeur du réseau d'inclusion numérique gardois, de Florent Faure, directeur inclusion numérique chez Orange Occitanie, et de Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège. L'idée, c'est de prendre 45 minutes pour revenir sur ce qu'est France Numérique Ensemble. Je vais prendre le temps un petit peu au début de vous représenter l'initiative, on va dire, nationale et d'où elle vient, cette feuille de route et cet objectif de territorialiser la politique d'inclusion numérique. C'est une dynamique qui a été lancée en juillet 2023, même avant, avec une concertation autour de cette feuille de route. Et bien sûr, après, je laisserai la parole à tous les intervenants aujourd'hui pour qu'ils viennent rendre compte de ce qui s'est passé sur leur territoire et qu'ils expliquent les dynamiques qui se mettent en place. Je vais être pas trop longue, j'espère, pour commencer. Mais donc, France Numérique Ensemble, je vais vous redire la genèse et l'ambition. C'est donc la feuille de route stratégique pour la politique d'inclusion numérique qui succède à la première stratégie nationale pour un numérique inclusif qui s'étendait entre 2017 et 2022. Dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le volet numérique, il y a eu des nouvelles concertations avec l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique pour poser les bases d'une nouvelle feuille de route 2023-2027. Donc on est, on va dire, en plein dedans, avec tout un tas d'axes de travail, à la fois sur la structuration et la territorialisation, la politique d'inclusion numérique, donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, mais également d'autres axes de travail, que ce soit sur l'outillage des professionnels, donc des médiateurs, des aidants, la formation de ces derniers, la question du pilotage par la donnée de cette politique publique, puisque c'est aussi crucial pour suivre nos actions et nos bilans. Pour revenir donc sur cet axe 1 relatif à la territorialisation de France Numérique Ensemble, côté ANCT, donc le programme Société numérique, a souhaité donner une impulsion à la fois pour qu'il y ait des gouvernances qui se mettent en place dans chaque département et puis qu'il y ait des acteurs qui se mettent autour de la table, donc à la fois préfecture et collectivités coporteuses avec des concertations sur le territoire pour écrire des feuilles de route. Et puis, en fonction de chaque territoire, faire un diagnostic territorial parce que c'était la première étape nécessaire, réunir les acteurs parce qu'il y avait plusieurs initiatives en place mais qui ne dialoguaient pas forcément, ou encore envisager un plan d'action ambitieux à mettre en œuvre sur cette période à venir jusqu'à 2027. Pour ce faire, côté société numérique, il y a eu différents fonds d'ingénierie État qui ont été proposés au territoire. Et donc, avec la mobilisation notamment des préfectures qui se sont fait le relais de ces fonds d'ingénierie, il y a des crédits d'ingénierie à hauteur de 5 millions d'euros qui ont été répartis sur l'ensemble du territoire, et également des enveloppes de formation à destination plutôt des aidants, à la fois sur de la formation de posture d'aidant numérique et des formations à l'outil Aidant Connect. Peut-être qu'on y reviendra après. Et puis enfin, donc là, on était plutôt sur une échelle départementale, mais l'Agence nationale de la cohésion des territoires a également un marché d'ingénierie qui est plutôt à disposition des EPCI et des collectivités, et certaines ont pu s'en saisir pour raccrocher aussi les dynamiques départementales sur France Numérique Ensemble. Donc on arrive là en septembre 2025, donc près d'un an et demi, 2 ans après cette première circulaire qui avait été envoyée aux préfectures en juillet 2023. Et on constate qu'il y a eu une mobilisation effective,
puisque nous, on a recensé via une plateforme dédiée 101 gouvernances en place. On a aujourd'hui 81 feuilles de route qui nous sont remontées et une large mobilisation des fonds, puisqu'on a 6,3 millions, donc j'additionne les crédits d'ingénierie, les crédits de formation, qui ont été mobilisés sur ces questions d'inclusion numérique et qui vont servir à mettre en place des projets sur les territoires. J'ai dit 6,3 millions au niveau national et c'est 835 000 euros de crédit sur l'Occitanie. Pour une analyse très rapide de ce qu'on voit de l'analyse de ces feuilles de route, on a pu en analyser une partie, c'est encore un travail qu'on mène et qu'on va peaufiner en vue du NEC national qui a lieu fin octobre. Mais à ce stade, c'est plus de 1000 fiches actions qui ont été recensées. Dans un quart d'entre elles qui sont centrées sur la consolidation de la gouvernance, la mise en réseau, l'idée qu'il faut qu'on se connaisse et qu'on se parle, que ça soit au sein des services de l'État, des services des collectivités, des acteurs locaux. Et puis la question de la formation qui est très prégnante et qui a été aidée notamment par les crédits dédiés. Et puis d'un point de vue thématique, on voit bien qu'il y a l'accès au numérique, à l'équipement, la question de l'accès au droit est évidemment encore un sujet prégnant, en particulier sur les territoires les plus ruraux. Pareil, on y reviendra. Et on voit aussi émerger des thématiques un peu prépondérantes, que sont la question de la parentalité numérique, notamment sur l'accompagnement des parents et de leurs enfants à leurs usages numériques. Également les sujets autour de la cybersécurité qui sont très présents à la fois pour les agents de collectivité et aussi pour les citoyens. Et puis, évidemment, des questions autour de l'intelligence artificielle aussi. Donc, pour vous dire qu'à ce stade, on est donc dans une phase avancée de la territorialisation de la politique d'inclusion numérique et que, pour faciliter la mise en œuvre de ces actions, on laisse à tous les récipiendaires de ces crédits d'ingénierie jusqu'à fin 2026 pour mettre en œuvre ces actions. C'est peut-être des messages qui étaient un peu passés et que je reconfirme aujourd'hui. C'est que voilà, les délais se sont un peu allongés en lien avec le contexte politique et budgétaire, évidemment. Et donc, le but, c'est pas de mettre de mettre à corde au cou à toutes les bonnes initiatives qui sont lancées, mais donc de laisser le temps aux actions de se déployer concrètement. Donc voilà pour le tour d'horizon, on va dire, national. Mais évidemment, l'idée, c'est de vous entendre pour avoir une idée de comment les gouvernances se sont mises en place sur vos territoires. Notamment, on a des représentants de co-porteurs de feuilles de route aujourd'hui, que ce soit la Haute-Garonne, le Lot ou le Gard. Et donc, si vous voulez bien, peut-être rapidement, puis on reviendra sur les actions concrètes après, si vous pouviez dire un mot autour de comment les gouvernances sont mises en place, qui elles ont permis de réunir et quelle dynamique ça a lancé. Voilà, je peux vous donner la parole, monsieur Ollier, peut-être pour commencer, pour représenter le territoire où nous sommes. Bonjour à tous. Bon, effectivement, cette feuille de route France Numérique Ensemble, on s'est très vite approprié le sujet, d'abord avec la préfecture, en coportage département et préfecture, mais très vite également en réunissant autour une gouvernance resserrée avec Toulouse Métropole, le SICOVAL, les RINOC bien sûr, et également l'Assemblée des maires de France, puisque les secrétaires de mairie notamment sont des éléments importants d'inclusion numérique sur les territoires, puisque la Haute-Garonne est à la fois un territoire très urbain, mais aussi très rural notamment dans le sud. Donc voilà, ça s'est fait très vite. Et après, je pense qu'on ira plus loin sur la mobilisation des acteurs, puisque c'est un territoire où il y a déjà une culture d'inclusion numérique forte, mais avec là aussi beaucoup de trous dans la raquette et un besoin important de structurer et d'interconnaissance entre les acteurs de l'inclusion numérique. Merci. Et puis, du coup, peut-être je passe la parole à Monsieur Mélinger pour le Lot numérique, pour nous décrire un petit peu ce qui s'est passé dans votre département. Alors, je vais commencer, bonjour à toutes et à tous, par une petite
provocation, vous connaissez cette maxime qui dit que la guerre est une chose trop importante pour la laisser aux militaires. Je pense que le numérique, c'est pareil, c'est trop important pour le laisser aux professionnels. Alors, bon, je suis devant vous, alors vous êtes presque tous professionnels du numérique, mais c'est vrai que pour revenir au sujet, ces problèmes de gouvernance, c'est d'atteindre notre cible, c'est-à-dire le public qui en a besoin, alors qui n'est pas représenté ici, qui n'est pas représenté par nous sur cette table ronde. Et donc c'est là où cette notion de gouvernance est importante, parce qu'il faut qu'on acquiert une primo-visibilité et de secondo une légitimité. Et je pense qu'effectivement, le fait de co-présider dans le Lot, mais comme dans les autres départements, avec les services de l'État, ça a donné, on va dire, un certain poids à notre action en disant, voilà, c'est pas juste une action politique, c'est vraiment une mission de service public. Voilà, donc c'est vraiment ça qui nous a permis d'attirer vers nous le second rang, c'est-à-dire tout le milieu associatif, parce que je pense que c'est eux qui peuvent être les relais et qui, eux, ont les publics qui nous intéressent. Merci beaucoup. Et peut-être M. Lasserre aussi sur le GAR, nous raconter en 2 mots comment ça s'est mis en place. Ce qu'on peut dire, c'est que pour le GAR, la feuille de route a vraiment eu le mérite de mettre les gens autour de la table. Quand je dis les gens, c'est la préfecture et les principales institutions. On ne s'arrête pas qu'au conseil départemental, parce qu'on a quand même la 2e plus grosse agglo du GAR, qui est celle d'Alès, qui est venue, et 3 autres communautés de communes. Donc on commence à avoir une table assez intéressante à décision. Et peut-être même l'enjeu était plus ça que de produire la plus belle feuille de route du monde. C'est la première. Et c'est embarquer les institutions autour de la même table pour pouvoir penser une politique de territoire en matière d'inclusion numérique. Ça a été un bon levier, ces feuilles de route. Et la 2e chose, c'est que en fait, cette gouvernance, elle doit s'inscrire dans le temps. Et donc, on sait qu'il y a des territoires où, une fois que la feuille de route est produite, hop, tout le monde repart un peu à ses affaires. Et là, on a été, le réseau d'inclusion numérique Gardois était assistant à la maîtrise d'œuvre, et on a tenté d'inscrire cette gouvernance dans le temps. Donc, bien évidemment, cette gouvernance, elle n'est pas uniquement chargée de produire, elle est chargée de suivre les projets qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre et de les évaluer. Donc, elle a un rôle au moins jusqu'en 2027, et on a calé déjà les 4 dates 2026 de réunions de suivi et d'évaluation de l'avancée des actions. Et puis peut-être pour compléter, on a également la préfecture d'Ariège qui est représentée, et ça, voilà, on aimerait bien en savoir un peu plus sur la dynamique en Ariège, et puis aller progressivement vers aussi les actions phares que vous avez pu mettre en place en Ariège, où dans un territoire rural, il y a un enjeu d'inscrire en cohérence et en complémentarité la politique d'accès aux droits et la politique d'inclusion numérique, je crois. Oui, là, vous avez devant vous des représentants et des témoignages qui vous sont portés de 4 départements qui sont de typologies différentes à l'échelle de la région Occitanie. Pour ce qui est de l'Ariège, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un département qui est très rural, qui a aussi beaucoup de zones de montagne. Et quand on parle de développement du numérique, de déploiement de cette feuille de route France Numérique Ensemble, il faut naturellement prendre en compte de manière pragmatique les caractéristiques de chacun des territoires et de ses acteurs quand on met en œuvre ces politiques. La particularité aussi du département de l'Ariège, c'est que c'est un des départements qui a, à l'échelle nationale, un des indices de fragilité numérique parmi les plus élevés. Donc il y avait vraiment un réel enjeu à travailler ensemble, et le déploiement de la feuille de route France Numérique Ensemble a justement servi un petit peu d'étincelle, de première marche vers cette capacité à se fédérer et à travailler en commun. Je rejoins tout ce qui a été dit par les autres partenaires. Ça paraît une évidence de travailler ensemble, mais ce n'était pas forcément le cas au préalable, dans la mesure où en matière de numérique, il y a énormément d'initiatives, il y a beaucoup d'actions sur tous les territoires qui se portent, mais qui peuvent être limitées par le fait qu'elles ne sont pas coordonnées ensemble et qu'on n'a pas forcément le déploiement d'une stratégie à l'échelle de tout un territoire. Donc cette première étape a été de réunir l'ensemble des partenaires, de bien identifier qui pouvait porter quel type d'action
de s'entendre sur la réalité d'un constat et de s'entendre aussi sur cette volonté d'avancer ensemble, donc actuellement avec les collectivités, les services de l'État concernés, mais aussi d'embarquer, comme vous l'avez cité, Monsieur le maire, pour le Lot, le tissu associatif, les tiers-lieux, etc., qui portent aussi des dynamiques qui sont importantes. Et ça nous a permis rapidement, au bout de cette année, de pouvoir développer des actions très concrètes pour lesquelles on a pu définir tel ou tel porteur. J'en citerai un exemple, la capacité le programme des aidants numériques qui a été porté par une intercommunalité du département, une communauté de communes à Rislez, qui est une communauté de communes à la population assez réduite, mais pour autant avec ce dispositif qui a pu se positionner à l'échelle du département pour venir apporter cette formation et cette vie de réseau auprès notamment des secrétaires de mairie, des conseillers numériques et de tous ceux qui interviennent au plus près de la population. Parce que ce que l'on doit toutes et tous avoir bien en tête, quand on développe le numérique sur un territoire, on n'est pas simplement dans une modernité, dans le plaisir de nouveaux dispositifs, on est dans la garantie qu'on doit apporter à toute la population, une garantie d'accessibilité aux droits. Et c'est vraiment ça qui est important, parce que derrière, on a cette frange de la population qui se prive de droits, qui passe à côté de certains droits. Il faut qu'on aille les chercher. Et le déploiement de cette feuille de route France Numérique Ensemble nous permet collectivement d'y arriver dans le respect des compétences de chacun. Merci beaucoup. Et puis, on redézoome un petit peu à l'échelle de l'Occitanie. Et puis, pour rebondir aussi sur, on a bien vu qu'il y avait les services de l'État, les collectivités, les acteurs locaux et associatifs qui sont mobilisés sur ces dynamiques locales, et puis aussi des acteurs économiques historiques comme Orange. Et donc, je vous passe la parole, Monsieur Faure, directeur inclusion numérique chez Orange Occitanie, pour nous raconter un peu quel a été le positionnement et la mobilisation d'Orange sur France Numérique Ensemble. Oui, effectivement, certains pourraient se demander pourquoi Orange est présent aujourd'hui et pourquoi ça nous tient à cœur d'être présent aujourd'hui. Ce qu'il faut déjà savoir, je pourrais trivialement dire qu'on pourrait se contenter d'être un opérateur télécom, même de référence. Ça n'est pas le cas. Nous sommes déjà depuis plus de 30 ans engagés en termes d'inclusion numérique, puisqu'il faut savoir que la Fondation Orange agit au quotidien. Et si on donne un exemple, sur l'Occitanie en particulier, c'est 260 000 € l'année dernière qui ont été apportés à des projets associatifs, qu'ils soient culturels, qu'ils soient en faveur de l'autisme ou de l'inclusion numérique. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a une autre étape importante qui s'est passée, c'est en 2019, on a défini notre raison d'être comme étant celle d'un opérateur qui donne les clés d'un numérique responsable. Alors ça veut dire agir au niveau des réseaux, tous connectés, agir au niveau des équipements, avoir tous la bonne offre, et je pense notamment à notre offre sociale coup de pouce, qui permet aux minima sociaux d'avoir un équipement Internet, un accès à un équipement Internet à très bas prix. Et puis évidemment, tous accompagnés. C'est donc l'objectif d'inclusion numérique. On a donc lancé en 2021 un programme qui s'appelle Orange Digital Center, qui a une mission très simple. C'est d'adresser 6 millions de Français d'ici 2030 dans tous les pays dans lesquels on opère. Alors on opère dans une vingtaine de pays. Ça veut dire 2 millions pour la France. Alors ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler que l'objectif de France Numérique Ensemble, fixé par Jean-Noël Barrou notamment, c'était d'adresser 8 millions de Français d'ici 2027. Alors on n'est pas tout à fait sur la même échelle de temps, mais si on regarde bien, ça veut dire que pour Orange, notre ambition, c'est de contribuer à hauteur d'1 million sur les 8 millions que souhaite atteindre d'ici 2027 cette feuille de route France Numérique Ensemble. Donc ça nous tient à cœur pour cette raison-là. Et pour l'Occitanie, encore une fois, c'est à peu près 120 000 participants que nous avons pu adresser à travers nos ateliers d'inclusion numérique. Des jeunes, vous parliez tout à l'heure des enjeux sur la parentalité numérique et notamment sur le cyberharcèlement, mais aussi des parents, des adultes et des seniors. Ça n'a pas pu se faire sans des partenariats très importants que nous avons noués au niveau local. J'en vois quelques-uns dans la salle d'ailleurs, avec le Rose Lab en particulier, Planète Science, les AFPA, les associations sportives, Inès, à Narbonne, etc. Les rectorats aussi, avec lesquels nous sommes en train de finaliser un partenariat. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, nous sommes un acteur local. Moi, j'ai la chance de m'occuper d'une grande région, qui est le Grand Sud-Ouest, en fait, qui comprend et aussi la Nouvelle-Aquitaine. Donc 25 départements. Et donc, on en a vu des feuilles de route. On en parlera peut-être sûrement tout à l'heure. Mais il nous tenait à cœur d'être présents au travers de ces feuilles de route et de montrer que nous pouvions, grâce à notre présence territoriale, qui est à peu près dans tous les départements, même s'il y a des départements où nous sommes évidemment moins nombreux, et grâce à ce programme Orange Digital Center, nous pouvions adresser un nombre assez conséquent
de participants et de citoyens en faveur de cette inclusion numérique. Merci beaucoup. Et puis, on va essayer d'avoir un peu une vision aussi concrète de ces feuilles de route, puisque du coup, elles ont permis de faire des diagnostics, d'écrire des documents, de les signer de manière collégiale et concertée. Mais du coup, on a un peu envie de savoir plus concrètement ce qu'elles recouvrent. Et là, on en est, je crois, vraiment à la mise en œuvre des actions qui sont citées. Donc, je voulais vous demander aux uns et aux autres de pouvoir citer une ou deux actions phares de votre feuille de route, peut-être aussi un peu spécifique à la nature de votre territoire, et puis voilà, pouvoir nous la décrire en quelques minutes. Je ne sais si vous souhaitez commencer en Haute-Garonne ou dans le Lot. Enfin voilà, je vous laisse. Oui, pour la Haute-Garonne. Donc, cette feuille de route a été signée l'été dernier. Il y a aujourd'hui 40 à 50 signataires. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les acteurs locaux ont été vraiment impliqués et ont été présents à plusieurs ateliers. Et ça a démontré ce besoin d'interconnaissance, d'échange de pratiques. Et cette feuille de route arrive aussi à un moment important, puisqu'on sait que la contrainte financière est très forte pour les collectivités. Donc, c'est aussi un moyen de redynamiser un petit peu les dispositifs, sachant que les acteurs locaux, les associations, etc., sont quand même en fragilité suite au retrait, ou en tout cas au moindre financement possible pour les collectivités. Donc ça, c'est un point important. Et de fait, à ce stade, 3 actions prioritaires sont mises en place. Des actions de formation grâce au fonds de la NCT, donc action de formation Aidant Connect et Aidant Numérique, via Colline et Rhinoc sur le territoire haut-garonnais. C'est aussi un moyen d'accompagner les EPCI, les collectivités qui ne sont pas encore totalement dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, on a une partie du fonds qui va être dédiée à accompagner ces collectivités, 4 pour commencer, mais avec un objectif d'avoir des retours, des réplicabilités possibles, de telle façon à essaimer ensuite sur le reste du territoire. Et troisième point, un point important, c'est qu'effectivement, malgré tout, l'argent est le nerf de la guerre, et qu'en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place un fonds d'inclusion numérique, de telle façon à ce que, à la fois les collectivités, mais aussi aller plus loin que les collectivités. Je pense là aux organismes parapublics et au privé, puisque aujourd'hui, les entreprises, dans le cadre de leur politique RSE, ont sans doute intérêt à intervenir, puisque cette inclusion numérique, ce soutien aux personnes un peu éloignées du sujet, leur permet à la fois d'avoir dans leurs clients des gens qui sont plus à même de mettre en place des téléprocédures, je pense aux banques, aux assurances ou sur d'autres sujets, mais aussi pour leurs collaborateurs. C'est un point qui est important, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un sujet qu'on essaye de mener loin en Haute-Garonne. Oui, mais pour le Lot, alors bien évidemment, il y a des choses similaires qui se font à l'échelle plus petite sur le département. Sur les 15 actions que nous avons identifiées dans notre feuille de route, il y en a 8 qu'on porte nous-mêmes, et puis il y en a 7 qu'on a voulu porter ou faire porter par des partenaires, dont notamment le Secours populaire. J'ai vu que Emmaüs Connect là, était très présent aujourd'hui, mais chez nous, c'est Secours populaire, voilà, parce qu'ils touchent quand même au-delà de leur propre, on va dire, de leur propre personnel. Ils ont aussi beaucoup de gens. C'est un lieu vraiment de rencontre, convivialité. Donc, l'idée, c'est de permettre de toucher ce fameux public difficile, puisque, effectivement, le risque, c'est toujours les trous dans la raquette. Voilà, hein, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va toucher quelques centaines, quelques milliers de personnes, puis c'est pas ceux qui vont venir vers nous qu'il va falloir toucher, il va falloir aller les chercher. Donc on a ce que fait un petit peu tout le monde, on a les liens avec l'éducation nationale, les liens avec les associations d'éducation populaire, la gendarmerie sur la cybersécurité, mais il a fallu essayer de trouver des nouveaux publics, donc avec des idées un petit peu autres. Donc on va lancer quelque chose qui nous permet on espère d'être un peu remarqué, c'est de faire l'intergénérationnel. Alors on a baptisé cette action Silver Geek, voilà, hein, c'est-à-dire c'est de faire jouer à des jeux vidéo
des personnes âgées dans les EHPAD, bien sûr, en équipe avec des ados. Voilà, hein, de façon, comme ça, on se dit, on va toucher déjà ce public un peu captif, un peu éloigné des usages, et puis en même temps intéresser les jeunes et leurs familles. Puis on a une autre action phare qui est le reconditionnement, ça c'est dans le cadre du numérique responsable, le reconditionnement des PC. Bon, les départements, l'autre comme les autres, on a des montagnes de PC devenus obsolètes dans nos collèges. Donc, on en a sorti de la pile 150 et donc on les distribue au public qui en font la demande. Hein. Voilà, alors là aussi, la question, c'est de faire savoir qu'on a ces portables et c'est surtout d'arriver d'une part à remettre un disque dur, puisque nous, on sort les disques durs, et d'acculturer ce nouveau public au logiciel libre et à Linux, puisqu'il ne s'agit pas de les remettre, je suis désolé pour les fabricants de logiciels, mais de les remettre dans les griffes de Microsoft, mais bien de les rendre indépendants et surtout avec un coût réduit, parce qu'ils doivent payer 150 € de mise à jour par an, ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc maintenant l'étape suivante, puisqu'on travaille avec certaines cyberbases, etc., c'est d'arriver encore à un stade encore plus près, notamment, nous, on vise les cafés Ripper, parce que dans les cafés Ripper, peut-être que quand on amène sa bouilloire ou son grille-pain, on va peut-être aussi se dire, finalement, je peux trouver quelqu'un qui va m'installer un disque dur, et comme le département va me fournir l'ordinateur, puisqu'on fournit même des portables, hein, voilà, donc c'est aussi une action qui peut permettre d'être plus visible et de s'adresser à ce public qu'on cherche à joindre. Merci. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'au-delà des compétences numériques de base qui sont indispensables pour les usages du quotidien, il y a une vraie ambition d'acculturation et de partage d'une culture numérique, avec aussi peut-être un regard critique sur les outils que tout à chacun on peut être amené à utiliser. Et peut-être pour vous donner la parole dans le Gard, Sébastien Lasserre, est-ce que vous pourriez nous revenir sur les quelques actions phares de votre feuille de route? Bien, en fait, un point de méthode aussi, la fiche action, il y a 8 fiches actions qui sont des fiches actions cadres, en fait, qui vont laisser de la latitude à des chefs de projet ou des fois c'est coporté par d'autres chefs de projet. Donc en fait, les fiches actions ont été réparties à travers les principaux acteurs publics et privés, associatifs notamment. Donc, ce qui avait permis aussi de conforter la gouvernance, c'est-à-dire que tout le monde va, on va tenter que les fiches projets soient portées par un ensemble d'acteurs et non pas par une seule institution. Ça, c'est le point de méthode. Et la dotation à NCT, le comité de pilotage, a réparti, en fonction de la priorisation des fiches actions, un budget pour chaque chef de projet afin qu'il puisse mettre en œuvre et piloter cette fiche action. Donc ça, c'était le point de méthode. On a inscrit aussi le maintien du cap de la gouvernance comme étant un des axes du projet pour renforcer, garantir, sécuriser ce phénomène intéressant de discussion entre institutions et principaux acteurs du territoire. Donc là, on a conforté la gouvernance, c'est une des fiches actions. Il y a une sur le reconditionné, puis on s'est quand même pas mal intéressé à 3 choses. La première, c'est structurer et consolider le métier de la médiation numérique. C'est-à-dire qu'on a une attention particulière qui va être portée pour que ce métier, dont les contours sont encore très flous et connexes avec les autres métiers du travail social et de l'économie sociale et solidaire, puisse être reconnu et bien s'articuler sur le territoire gardois, puisse être consolidé, bénéficier de formation, etc. etc. On a eu aussi une tentative de se mettre à l'échelle du bassin de vie de l'usager. Et donc, ce n'est pas à l'échelle départementale. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on décline à l'échelle des bassins de vie de territoire une sorte de mini réunion partenariale des principaux acteurs qui côtoient les usagers, de partager des cas concrets
et de réfléchir sur les parcours. Donc ça, c'est un axe important parce que l'échelle départementale, c'est pas l'échelle de vie des personnes. C'est une échelle plus infra. Et enfin, ah oui, l'idée de faire un focus sur les publics, c'est le croisement des deux premiers, un focus sur les publics les plus en difficulté ou avec des difficultés spécifiques. Je vous donne un exemple, le médiateur numérique, il n'est pas forcément à l'aise avec une personne qui n'a pas acquis les savoirs de base, qui ne sait pas lire, écrire, compter. Il n'est pas à l'aise avec des gens qui ont des troubles psychiques. Il ou elle n'est pas à l'aise. Hein. Et en même temps, les gens qui accompagnent des personnes qui ont des troubles psychiques ne sont pas super à l'aise non plus pour les accompagner dans leur démarche numérique. Donc, on a monté des sortes de masterclass, trois volets, enfin trois participants, 3 dimensions. Les professionnels de la difficulté en question, les médiateurs et les médiatrices numériques, et bien entendu les publics concernés qui sont partie prenante de ces masterclass. Voilà. Et donc, merci, parce que j'ai aussi une casquette où je travaille aussi beaucoup sur Aidant Connect. Et la semaine dernière, on rencontrait des aidants utilisateurs d'Aidant Connect. J'étais ravie de voir que ça leur était utile. Mais ils nous racontaient que des fois, quand ils étaient à la fin du parcours d'accompagnement en tant que travailleur social, puisqu'ils avaient pu largement aider les gens via Aidant Connect, ensuite les gens se retrouvaient un peu démunis parce qu'ils n'avaient pas forcément identifié que peut-être il fallait passer la balle à des médiateurs numériques qui pouvaient, en parallèle d'un accompagnement social, aider à l'accompagnement, à la montée en autonomie. Et donc, les gens se sentent plus à l'aise et autonomes dans le suivi de leur démarche, notamment. Mais merci pour ces différentes actions qui montrent qu'il y a des choses très concrètes, au-delà de la manière dont ça a été pensé et piloté depuis la NCT, qu'il y a des choses concrètes qui se passent sur les territoires en Occitanie. Et donc, on a à cœur de se dire que ça va perdurer, que ça va durer, et qu'au-delà de ces actions concrètes, l'interconnaissance qui s'est mise en place va se poursuivre. Je crois que du côté de l'Ariège, vous vouliez dire un mot aussi là-dessus sur comment on mise sur la suite, on va dire. Alors la suite, mais juste un mot sur l'actuel aussi, pour insister vraiment sur tout ce travail de consolidation, de la coordination entre les acteurs, et saluer, mais ça paraît une évidence, mais c'était quand même essentiel, la mise en place de coordonnateurs, en l'occurrence chez nous, Madame Sonneville, coordonnatrice à l'échelle départementale, parce que quand on parle de numérique, pour beaucoup de monde, ça paraît une évidence, c'est quelque chose qui simplifie, etc. Mais pour beaucoup de nos concitoyens, si on ne met pas un visage devant tout ça, s'il n'y a pas une aide humaine, un aller vers, un contact, mais on n'arrive pas à embarquer une partie de la population. Et c'est aussi le sujet que l'on continuera à développer pour la suite vis-à-vis de tous les aidants, de tous ceux qui sont en contact, à commencer notamment, le cas que je voulais citer, ce sont les secrétaires de mairie, qui jouent un rôle essentiel dans les territoires ruraux. Ces personnes qui sont auprès des élus, auprès de collectivités qui très souvent sont de petites strates, qui donc n'ont pas toute l'ingénierie et les moyens qui leur permettent de déployer de tels dispositifs. Mais ces personnes sont les premières ressources, les premiers contacts vis-à-vis de populations, jeunes ou âgées d'ailleurs, parce que la fracture numérique elle concerne autant les jeunes souvent que les personnes âgées. On a l'impression qu'on parle des personnes âgées, mais les jeunes sont souvent aussi en rupture. Et donc cette population spécifique des secrétaires de mairie, il faut qu'on continue à l'accompagner parce que c'est souvent le premier rideau et ce sont les personnes qui vont aussi repérer des situations difficiles. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur toute cette dimension de réseau qui permet d'orienter ensuite la personne, parce que souvent quelqu'un qui est en fragilité numérique, je prendrais une comparaison avec des personnes qui sont illettrées, par exemple. Souvent, elles n'osent pas le dire. Les agents des France Service le voient souvent. La personne qui est en difficulté, qui est en décrochage, qui est dans des incapacités, elle va essayer de le masquer. Elle va essayer d'avoir des dérivatifs pour ne pas mettre en évidence cette difficulté-là. Eh bien, il appartient aussi à la personne qui la reçoit de pouvoir le détecter et de pouvoir, avec finesse et de manière adaptée, orienter la personne vers d'autres types de prise en charge. Et ça, c'est quelque chose que l'on travaille aussi, encore une fois, pour qu'on ne laisse pas des gens au bord de la route. Et puis, le sujet aussi pour l'année prochaine, c'est de développer encore les partenariats. Ça a été cité avec le secteur associatif. Nous avons aussi
des entreprises sur le territoire liégeois, je pense notamment à Digitani, qui sont des entreprises qui permettent notamment de cibler aussi l'inclusion numérique au profit des personnes féminines, qui, à la fois pour l'aider dans l'insertion dans le travail, et donc de permettre de trouver des processus qui permettent d'avoir cette capacité à être plus inclusif. Et puis nous allons poursuivre aussi le travail avec les différents EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération sur le département, pour pouvoir accentuer cet effort partagé. Florent Faure, vous souhaitiez réagir peut-être avec un exemple sur le Lot? Oui, tout à fait, puisque j'ai la chance d'être en présence d'un représentant du Lot. Alors, nous sommes évidemment partie prenante dans une quinzaine de feuilles de route aujourd'hui sur le Grand Sud-Ouest. Je prendrai l'exemple du Lot, puisque nous avons, sous la houlette de mon collaborateur Pierre Lurquin, ici présent, signé une convention pour une centaine de participants issus des MJC, des communautés de communes du Grand Figeac, je crois, j'avais noté aussi la CPAM. Voilà, donc c'est un tout petit pas, mais c'est intéressant de se dire qu'on on peut vraiment concrétiser au-delà des fiches actions, des ateliers, des engagements chiffrés. Et si je pouvais émettre un souhait, ou en tout cas un vœu, ce serait peut-être de dire que voilà, il y a cet objectif de 8 millions. Et moi, ce que je ne vois pas encore très concrètement dans la vingtaine de feuilles de route que nous avons en miroir, c'est l'engagement chiffré que prend chaque département par rapport à ces 8 millions. Autrement dit, il y a un indice de fragilité numérique, ça a été dit, que chaque département connaît à peu près, même très bien. Il y a un taux de population dans chaque département. Bon, on pourrait aussi imaginer, sous la houlette de la NCT probablement, mais que chaque département prenne sa part de ces 8 millions, parce qu'au final, c'est un objectif Alors, il n'y avait pas que celui-là, il y avait 20 000 aidants Connect, etc. Mais voilà, comment on s'approprie cet objectif à l'échelle du département. C'est un sujet, évidemment, le pilotage et le suivi quantitatif, en plus de qualitatif, de ce qui se passe sur le territoire. Donc, côté ANCT, on essaie d'outiller les conseillers numériques jusqu'à maintenant, mais plus largement aujourd'hui les médiateurs numériques dans leur quotidien via la COP de la médiation numérique, qui est un outil qui leur permet de rendre compte aussi des accompagnements qu'ils réalisent, tout en s'assurant que ça ça perturbe pas leur quotidien et que ça se permette aussi de faire du suivi bénéficiaire s'ils le souhaitent. Donc voilà, ça vient compléter ces chiffres. En tout cas, on essaie de les documenter. Je sais que côté Haute-Garonne, donc Bruno Ollier, vous aviez... Oh, excusez-moi, vous vouliez reprendre sur le Lot. Parce qu'effectivement, on parle du Lot et du financement. Je pense que, bon, il y a, comme tout le monde, on est tous un petit peu inquiets sur la sortie ou pas du financement des conseillers numériques. Voilà, parce qu'effectivement, comment ça se passera, parce que on sait que certaines collectivités pourront continuer, mais que les associations, elles auront beaucoup de mal. Je pense qu'il faut aussi faire, pour se préparer à cette éventualité, faire beaucoup de transversalité, effectivement s'appuyer sur le privé. Nous, on essaie de s'appuyer aussi sur le réseau des CCI, sur la chambre d'agriculture, voilà, pour voir quelle participation. Alors, c'est pas forcément en euros, mais en temps de travail, en personnel mis à disposition. Et puis, je terminerai en disant que nous, on a une structure, le syndicat Lot Numérique, il est cofinancé, alors par le département, mais aussi à parité par les communautés de communes. Donc ça veut dire que chaque lotois, il met quelques euros dans l'escarcelle pour l'inclusion numérique. Voilà, alors après, de là à leur demander d'en mettre un peu plus, il y a un pas à franchir, mais pourquoi pas? Je pense que pour être responsable, il faut aussi participer. Et ce qui fait une très bonne transition aussi sur les initiatives de la Haute-Garonne sur un fonds local d'inclusion numérique. Oui, tout à fait. Je voudrais quand même rebondir sur le fait que les collectivités restent quand même très, très volontaristes sur le sujet, puisque ça ne rentre pas dans les 8 millions, mais le département, par exemple, a mis en place 27 maisons de proximité avec des accompagnants pour l'accès au droit et pour l'accès au numérique. C'est près de 150 000 personnes depuis 3 ans qui ont été reçues. Bon, ça ne rentre pas, mais c'est un budget de 2 millions par an en masse salariale. Donc voilà, ça c'est des points importants. On a été aussi malheureusement victime du succès du pass numérique qu'on avait mis en place, qui a permis d'accompagner entre 7 et 10 000 personnes. Mais les contraintes un peu abruptes qu'on a connues n'ont pas permis de
le faire perdurer. En tout cas, il est suspendu à ce stade. Et c'est pour ça qu'il est très important de se tourner un peu vers d'autres partenaires pour pouvoir financer et accompagner vraiment les acteurs locaux qui, c'est vrai, avec la perte progressive des aides au conseiller numérique. On le sait, Damien Saroméjean, pour le département, coordonne les conseillers numériques avec Hélène Fantus sur le SICOVAL. On a eu une perte forte depuis un an. Ça va continuer sans doute avec la fin des contrats. Donc de ce fait, il est primordial d'aller chercher d'autres ressources. Et on a donc, on travaille actuellement avec l'aide de la Banque des Territoires qui nous accompagne via un cabinet de conseil pour mettre en place un fonds d'inclusion numérique. Donc ce fonds d'inclusion va bénéficier de l'amorçage d'une partie du fonds d'ingénierie. Donc ça, c'est un point important, mais qui ne sera bien entendu pas suffisant. Il faut que les collectivités, on va s'y atteler aussi à alimenter ce fonds, mais surtout derrière, c'est pouvoir se tourner vers des structures privées ou parapubliques et à terme avoir une organisation, un dispositif qui nous permette d'aller aussi capter les fonds européens. Donc dans ce cadre-là, on commence de façon la plus agile possible en s'orientant vers un consortium. Donc l'objectif est en fin d'année d'avoir ces différentes conventions de consortium mises en place, de telle façon à pouvoir commencer en début d'année 2026 à mettre en place et en œuvre des appels à projets qui permettront aux acteurs locaux d'y répondre et d'avoir ainsi des financements. Et surtout, ensuite, l'idée est de s'orienter vers soit une association, soit un GIP, qui permettent d'intégrer des partenaires extérieurs et d'avoir donc une force de frappe plus intéressante, en coordination, en concertation avec l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est notre objectif. Mais pour l'atteindre, il va falloir s'assurer qu'on soit en capacité d'avoir un minimum quand même de fonds réunis, parce que si c'est 50 000 euros, c'est pas la peine de partir sur un GIP. Et donc, on va très vite, les collectivités en priorité, Toulouse Métropole, le SICOVAL, le département bien entendu, la préfecture aussi dans la mesure du possible, prendre notre bâton de pèlerin pour aller rencontrer on a en chasse en Haute-Garonne d'avoir quand même des acteurs importants d'un point de vue industriel. Enfin, il y a tous les niveaux. Donc, rencontrer le tissu local pour essayer de les sensibiliser dans leur cadre politique RSE notamment à participer à ce fonds et à participer aussi à la gouvernance de ce fonds. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, en tout cas sur la temporalité de ce fonds d'inclusion numérique, l'idée c'est de mettre en place des choses d'ici 2025-2026 ? Oui, tout à fait. Donc on va passer dans la semaine une convention avec la NCT pour que le département, puisque on est la seule collectivité en définitive à couvrir l'ensemble du territoire au Garonnais, puisse récupérer les 40 000 euros, voilà, sans dévoiler le secret, du fonds NCT, qui sera le point d'amorçage. Et très vite, donc, fin d'année, avoir ce consortium avec les principaux acteurs, la métropole et le SICOVAL à ce stade-là, mais bien sûr, on ira bien au-delà. Et puis très vite avec d'autres acteurs, de telle façon, dès le premier semestre 2026, pouvoir avoir des actions concrètes, ne serait-ce que déjà par rapport au fonds d'amorçage. Et après, très vite, et dans les semaines qui viennent, aller vers les partenaires potentiels pour s'assurer d'avoir un niveau de ressources suffisant pour aller aussi loin qu'on l'espère. Okay, merci beaucoup pour les informations plus étayées sur ce fonds d'inclusion numérique qui est un peu la marche d'après à franchir. Peut-être juste une remarque, c'est que les résultats, les travaux réalisés par le consultant vont aussi être bien sûr mis à disposition de tous les territoires, et donc ça peut être aussi un élément de réplicabilité sur d'autres territoires. Je ne sais pas si du côté de l'Aude, Gare, Ariège, vous souhaitez dire un mot aussi sur les perspectives à venir. Alors oui, pour dire que jusqu'à présent, c'est comme en matière médicale, on fait du curatif, c'est-à-dire qu'on essaye d'aider les 40% de population chez nous, mais c'est à peu près partout pareil, qui ont des grosses difficultés d'accès au numérique ou de compréhension des systèmes numériques. Et je pense qu'il va falloir passer au stade d'après, c'est la prévention, c'est-à-dire s'occuper. Nous, on pense que c'est dans les structures d'enfants-jeunesse
que déjà, il faut qu'on aille pour repérer ceux, c'est comme on parlait tout à l'heure d'illettrisme, l'électronisme, c'est pareil, ceux qui déjà tout petits ont des difficultés ou en auront. Voilà, donc dès les structures associatives, se rendre compte qu'effectivement, on a de futures personnes en difficulté. Donc, ça nous paraît, nous, c'est une action qu'on va développer avec quelques structures, enfin jeunesse, à titre expérimental, pour voir. Alors, il ne s'agit pas de se substituer à ce que fait l'éducation nationale, etc., mais voir dans les usages du quotidien, effectivement, ceux qui sont à l'aise, ceux qui ne le sont pas, parce que là aussi, en matière d'éducation, on va s'apercevoir qu'il y a une grosse fracture sociale suivant le milieu social. Le nombre d'écrans qu'on a chez soi, l'habileté déjà de ses parents ou des grands frères ou des grandes sœurs. Voilà, donc il faut qu'on aille vers ça pour éviter cette fracture. Oui, c'est intéressant de voir le lien ténu entre évidemment inclusion numérique, éducation numérique. Je crois qu'il faut qu'on conclue, mais merci du coup à tous. J'espère que ça vous a donné aussi de la visibilité sur concrètement ce que ça voulait dire en fait France Numérique Ensemble, parce qu'on met beaucoup de ces 3 lettres, FNE, des fois même FNE. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un peu de visibilité. Juste un mot pour conclure, c'est, vous l'avez évoqué, qu'il y a des initiatives locales qui pourront être partagées, répliquées si ça correspond aux besoins et aux réalités de d'autres départements, donc c'est indispensable. Côté ANCT, à la marge de Numérique en commun, on organise aussi une journée autour de France Numérique Ensemble où on convie les préfectures, les coporteurs de feuilles de route, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif qui ont eu un rôle essentiel dans la mise en route de ces initiatives et les coordinateurs de conseils numériques, évidemment. Donc l'idée, c'est de réunir toutes ces personnes à Strasbourg le 28. Donc si vous n'en avez pas eu vent, on peut en rediscuter là dans la journée. En tout cas, n'hésitez pas à venir. L'idée, c'est de, comme on a commencé à le faire aujourd'hui, favoriser les échanges, créer de l'interconnaissance et s'assurer que ce qui marche quelque part puisse être répliqué ailleurs ou les difficultés qui sont rencontrées puissent être levées dans un autre département. En tout cas, merci. Merci.